Alors, croisant mon mot incohérent, le samedi 8 septembre, je reçus cette lettre absolument différente et curieusement calme, tapée avec netteté sur une nouvelle machine à écrire. Cette étrange lettre, pour me rassurer et m'inviter, mesurait à coup sûr une prodigieuse transition dans le drame nocturne de ces montagnes reculées. De nouveau, je vais la reconstituer de mémoire, et tenter pour une raison spéciale de préserver au mieux la teneur de son style. Elle était oblitérée de Bellows Falls, et la signature, aussi bien que le corps de la lettre, était dactylographiée, ce qui est fréquent chez les dactylographes débutants. Le texte cependant était merveilleusement correct pour un travail de novice. J'en conclus qu'Heckley avait dû utiliser une machine à écrire dans une époque précédente de sa vie, peut-être à l'université. Dire que la lettre me soulagea tenait évidemment à sa nature, mais sous ce soulagement restait un substrat de malaise. Si Heckley avait été sensé dans sa peur, était-il aujourd'hui sensé dans sa délivrance? Et ce rapport pacifié mentionné, c'était quoi? La chose entière impliquait une telle renverse diamétralement opposée à la précédente attitude d'Heckley. Mais voici la substance du texte retranscrit avec soin, de mémoire, mais d'une mémoire dont j'ai quelques raisons d'être fier. À l'attention de M. Albert N. Wilmoth, Université Miskatonic, Arkham, Massachusetts, de Townsend, Vermont, le jeudi 6 septembre 1928. Mon cher Wilmoth, c'est avec beaucoup de plaisir que je peux vous rassurer désormais à propos de toutes ces choses idiotes que je vous ai écrites. Je dis idiotes, même si par là j'entends plus mon attitude effrayée que mes descriptions de certains phénomènes. Ces phénomènes sont réels et d'importance évidente. Ma faute a seulement été d'adopter une attitude anormale envers eux. Je crois vous avoir mentionné que mes étranges visiteurs avaient commencé à communiquer avec moi et établi cette communication. La nuit dernière, cet échange oral est devenu effectif. En réponse à un signal convenu, j'ai laissé entrer chez moi un messager de ceux de là-bas, un être humain, je précise tout de suite. Il m'a surtout appris des choses que ni vous ni moi n'avions même pu commencer à deviner, et m'a montré clairement comment nous avions totalement mal jugé ces êtres, et mal interprété leur projet de maintenir leur colonie secrète sur cette planète. Il semble que les légendes diaboliques à propos de ce qu'ils ont parfois proposé aux hommes et de ce qu'ils souhaitent en lien avec la Terre soient uniquement le résultat de conceptions ignorantes et de discours métaphoriques, discours bien sûr contraints par leur arrière-plan culturel et des habitudes de pensée trop séparées de tout ce à quoi vous et moi nous nous sommes consacrés. Mes propres conjectures, uniquement personnelles, ont volé en éclats, comme tous ces racontards de paysans illettrés et d'Indiens sauvages. Ce que j'ai décrit comme morbide, honteux et ignominieux tient en réalité du génie, de l'ouverture d'esprit et même de la gloire. Mon point de vue précédent tenant surtout à cette tendance éternelle de l'homme à haïr et craindre et voir par le petit bout de la lorgnette ce qui lui est radicalement différent. Maintenant, j'ai du remords quand je pense au mal que j'ai infligé à ces incroyables êtres au cours de nos échauffourées nocturnes. Si seulement j'avais consenti à parler pacifiquement et raisonnablement avec eux dès le premier instant. Mais ils ne m'en tiennent pas rancune, leurs émotions étant organisées de façon très différente des nôtres. C'est leur malchance d'avoir eu comme agent humain dans le Vermont des individus très inférieurs, le défunt Walter Brown par exemple. Il me fit grand préjudice dans mon rapport à eux. En vérité, ils n'ont jamais à ma connaissance fait de mal aux hommes, mais ont souvent été trompés et espionnés par ceux de notre espèce. Il y a tout un culte secret et diabolique. Un homme de votre érudition mystique me comprendra si je les relie à Astour et au Cygne jaune, consacré au projet de les pourchasser et de les attaquer en leur conférant des pouvoirs monstrueux venus des autres dimensions.
C'est contre ces agresseurs, et non pas l'humanité ordinaire, que les précautions drastiques de ceux de là-bas sont prises. Incidemment, j'ai appris que la plupart de nos lettres égarées avaient été volées non par ceux de là-bas, mais par les émissaires de ce culte néfaste. Tout ce que ceux de là-bas souhaitent des hommes, c'est la paix et l'abandon des brutalités pour un nouvel échange intellectuel. Ce dernier point est absolument nécessaire maintenant que nos inventions et nos techniques peuvent multiplier notre connaissance et nos voyages, et rendre de plus en plus impossible à ceux de là-bas que leurs colonies avancées sur notre planète restent secrètes. Ceux de là-bas désirent mieux connaître l'humanité, et que quelques-uns de nos principaux philosophes et scientifiques puissent en savoir plus à leur propos. En inaugurant un tel échange de connaissances, tous les périls auront disparu, et on pourra établir ensemble un modus vivendi satisfaisant. L'idée même de les suspecter de vouloir rendre esclaves ou amoindrir l'humanité est ridicule. Comme symbole de ces rapports pacifiés, ceux de là-bas m'ont naturellement choisi, moi dont la connaissance d'eux-mêmes est déjà si considérable, comme leur premier interprète sur Terre. On m'en a dit beaucoup la nuit dernière, des faits de la plus prodigieuse nature, bouleversant l'esprit, et on m'en communiquera plus par la suite, oralement et par écrit. On ne va pas me demander de faire un voyage là-bas dans l'immédiat, mais je pense que j'aurai probablement à le faire plus tard, employant des moyens qui transcendent tout ce que nous sommes accoutumés ici-bas à considérer comme notre expérience humaine. Ma maison n'est plus assiégée. Tout est revenu à la normale, et je n'ai plus besoin de chiens. Au lieu de la terreur, j'ai eu la faveur d'une soudaine extension de connaissances, d'une aventure intellectuelle que peu d'autres mortels ont pu partager. Les êtres de là-bas sont peut-être les plus merveilleuses choses organiques dans ou hors de l'espace et du temps, les membres d'une espèce vaste comme le cosmos, et de laquelle toutes les autres formes vivantes sont plus ou moins des variantes dégénérées. Ils sont de nature plus végétale qu'animale, dans le sens où on peut ainsi considérer que la matière qui les compose a une structure proche de celle des champignons. Même si la présence d'une substance apparentée à la chlorophylle et d'un système nutritif très singulier les différencie tous ensemble d'une véritable morphologie de type fongien. Sans aucun doute, l'espèce est composée d'une forme de matière totalement absente de notre recoin de l'espace, les électrons notamment ayant un ratio de vibration très différent. C'est pour cela qu'ils ne peuvent être photographiés par les films et plaques ordinaires des appareils photographiques de notre univers, bien que nos yeux puissent les voir. Avec ces informations, cependant, n'importe quel bon chimiste pourrait créer une émulsion photographique qui enregistrerait leur image. La capacité de leurs gènes à traverser le froid intersidéral sans air, sans rien changer à l'intégrité de leur forme corporelle, est unique, là où quelques-unes de leurs variantes ne peuvent le faire sans aide mécanique ou intervention chirurgicale complémentaire. Seules quelques espèces ont ces ailes résistantes à l'éther, caractéristiques de celles du Vermont. Celles qui habitent certains sommets éloignés du vieux monde ont été amenées par d'autres moyens. Leur capacité mentale excède celle de toutes les autres formes vivantes, même si les espèces ailées de nos montagnes ne sont pas du tout les plus développées. La télépathie est leur moyen d'échange et de discours habituel, bien qu'ils aient des organes vocaux rudimentaires qui, après une légère opération, parce qu'ils sont incroyablement experts en chirurgie, d'un usage quotidien chez eux, peuvent copier à peu près la parole de tel type d'organisme utilisant encore la parole. Leur plus immédiate demeure est une planète que nous n'avons pas encore découverte, presque sans lumière, à la toute extrémité de notre système solaire, au-delà de Neptune et la 9e à partir du Soleil. C'est, selon ce que nous en avions déduit, l'objet auquel il est mystiquement fait allusion sous le nom de Yugot dans certains écrits anciens interdits. Et il va probablement accaparer une étrange attention de pensée depuis notre monde si nous devons faciliter le rapport mental.
Je ne serais pas surpris que les astronomes, s'ils disposent de ces informations, ne développent pas des techniques assez sensibles pour découvrir Yougoth. Ceux de là-bas le désirent. Mais Yougoth, bien sûr, n'est qu'une étape. La plus grande partie des êtres habitent des abysses spécialement organisés loin au-delà de ce qu'atteint l'imagination humaine à son extrême. Le globule d'espace-temps que nous identifions comme la totalité de l'entité cosmique est seulement un atome de l'infinité primordiale qui est la leur. Et cette infinité, du moins la part qui en est accessible à un cerveau humain, m'est désormais ouverte, comme elle ne l'a pas été encore à 50 autres hommes depuis que l'espèce humaine existe. Vous croirez probablement à du délire, Wilmoth, mais avec le temps vous apprécierez comme elle doit l'être l'opportunité gigantesque que j'ai saisie. Je souhaite que nous la partagions le plus possible et pouvoir vous transmettre ces milliers de choses que je ne puis mettre sur papier. Dans le passé, je vous ai mis en garde contre une éventuelle visite. Maintenant, tout est sûr. C'est avec plaisir que je lève cette mise en garde et vous invite. Pouvez-vous envisager votre venue avant la reprise des cours à votre université? Ce serait vraiment merveilleux si vous le pouviez. Rapportez avec vous l'enregistrement et l'ensemble de mes lettres. Nous en aurons besoin pour nous y rapporter. Nous devons les collationner pour établir cette considérable histoire. Rapportez aussi les tirages Kodak, parce que je crois que j'ai égaré les négatifs et mes propres épreuves dans toute cette agitation récente. Mais quelle masse de faits je puis ajouter à toute cette timide tentative, et quel extraordinaire récit j'ai pour la compléter. N'hésitez pas, plus personne ne m'espionne, et vous ne croiserez rien de non naturel ou de perturbant. Venez tout simplement, et je vous prendrai en voiture à la gare de Brattleboro. Organisez-vous pour rester tout le temps que vous pouvez, et attendez-vous à pas mal de soirs à discuter de ces choses au-delà de toute conjecture humaine. N'en parlez cependant à personne, cette affaire ne doit pas concerner le public, toujours si confus. La ligne de train de Brattleboro n'est pas si mal, vous trouverez les horaires à Boston. Prenez le Boston and Maine jusqu'à Greenfield, vous y trouverez la meilleure correspondance. Je vous suggérerais de prendre le 16h10 à Boston, horaire de l'Est. Il arrive à Greenfield à 19h35 et à 21h19 un train en repart qui arrive à Brattleboro à 22h01, du moins les jours de la semaine. Dites-moi seulement la date et vous me trouverez en voiture à la gare. Désolé pour cette lettre dactylographiée, mais mon écriture manuscrite a été trop secouée ces derniers temps, comme vous le savez, et je ne me sentais pas capable d'écrire aussi longuement. J'ai acheté cette Corona à Brattleboro hier. Elle a l'air de fonctionner très bien. J'attends un mot, espérant vous voir au plus vite avec l'enregistrement, toutes mes lettres et les tirages Kodak. Toujours vôtre, par anticipation, Henry W. Ackley. Dire que mes émotions furent complexes à lire, relire et analyser cette étrange et inhabituelle lettre n'est pas l'expression adéquate. J'ai dit que j'étais soulagé, mais qu'il me restait aussi un sentiment de malaise, et cela exprime très crûment le ressenti de ces sensations multiples et largement subconscientes, qui comprenaient à la fois le soulagement et le malaise. Pour commencer, tout cela était si méthodiquement aux antipodes de la chaîne complète d'horreur qui l'avait précédé. Le changement de sentiment depuis la terreur noire jusqu'à la tranquille complaisance, et même l'exultation, était imprévu, comme un coup de foudre, et complet. Je pouvais difficilement croire qu'un seul et simple jour avait pu renverser la perspective psychologique de quelqu'un qui, le mercredi, écrivait une lettre qui semblait celle d'un condamné, indépendamment des éclaircissements qui avaient pu ensuite lui être fournis. Par moments, cette impression d'une irréalité conflictuelle me faisait me demander si ce compte-rendu distancié d'un drame concernant des forces fantastiques n'était pas une sorte de rêve mi-halluciné fabriqué à l'intérieur de mon propre esprit. Alors je pensais à l'enregistrement phonographique
et cela me provoquait une excitation encore plus grande. La lettre semblait si différente de tout ce que j'aurais pu en attendre. Tandis que j'analysais mes impressions, je vis qu'elle consistait en 2 phases différentes. D'abord, confiant dans le fait qu'Eckley était censé auparavant et était demeuré censé, le changement indiqué quant à la situation elle-même était trop rapide et impensable. Ensuite, le changement dans les façons d'Eckley, son attitude et son langage, était largement au-delà du normal ou du prédictible. L'ensemble de sa personnalité semblait avoir sombré dans une mutation insidieuse, une mutation si profonde qu'on pouvait difficilement réconcilier ces 2 aspects avec la supposition que ses langages et attitudes présentaient un caractère également sensé. Le choix des mots, le style, tout avait subtilement changé. Avec ma formation académique à l'analyse de la prose, je décelais des divergences profondes dans les plus élémentaires réactions et le rythme de pensée. Certainement, le cataclysme émotionnel de la révélation qui avait dû produire un retournement aussi radical pouvait induire ces renversements extrêmes. Oui, en bien des sens, cette lettre était caractéristique d'Eckley. La même vieille passion pour l'infini, la même vieille tendance scolastique à raisonner. Je ne pouvais un instant, ou plus d'un instant, donner crédit à l'idée qu'elle était apocryphe, ou une substitution maligne. Est-ce que l'invitation, la volonté de me voir expérimenter la véracité de la lettre en personne, ne prouvait pas son authenticité ? Je ne dormis pas ce samedi soir, mais restai là à penser aux ombres et aux merveilles jouant dans cette lettre que j'avais reçue. Mon esprit, endolori par la succession rapide de conceptions monstrueuses auxquelles j'avais dû me confronter ces 4 derniers mois, s'appropriait ces nouveaux éléments dans un cycle de doute et d'acceptation qui répétait les étapes précédentes, faisant face à tous ces mystères préalables. Et déjà avant l'aube, un intérêt et une curiosité brûlants avaient commencé à remplacer la tempête initiale mêlant perplexité et malaise. Fou ou sensé, métamorphosé ou englué dans ses croyances, il semblait qu'Eckley avait effectivement provoqué un changement incroyable dans ses recherches hasardeuses. Un changement diminuant brutalement le danger, réel ou fantasmé, qu'il courait, et ouvrant de vertigineux points de vue sur le cosmos et la connaissance humaine. Mon propre zèle pour l'inconnu se réveillait à cette sensation, et je me sentais envahi par contagion d'un goût morbide capable de briser toute barrière. Renverser les lassantes et exaspérantes limitations du temps et de l'espace dans nos lois naturelles, se rapprocher de la nuit des secrets abyssaux de l'infini et de l'illimité, sûrement cela valait d'y risquer sa propre vie, son âme et son sens. Et Eckley qui me disait qu'il n'y avait plus aucun danger, qui m'invitait au lieu de me mettre en garde comme auparavant. Je frissonnais à la pensée de tout ce qu'il avait dès maintenant à me dire. C'était une fascination quasi paralysante de la pensée, de venir s'asseoir dans cette ferme solitaire et reculée, devant un homme qui avait échangé directement avec les émissaires des êtres de l'au-delà de l'espace, de s'asseoir là avec l'enregistrement terrible et la pile de lettres dans lesquelles Eckley avait compilé toutes ses conclusions préliminaires. Aussi, au matin de ce dernier dimanche, je télégraphiai à Eckley que j'arriverais à Brattleboro le prochain mercredi, donc le 12 septembre, si la date lui convenait. En un seul point, je m'écartai respectueusement de sa suggestion, celui qui concernait le choix du train. Franchement, je ne me voyais pas arriver dans cette région hantée du Vermont tard dans la nuit. Aussi, plutôt que de prendre le train qu'il recommandait, j'avais téléphoné à la gare et choisi un autre arrangement. En voyageant plus tôt, en prenant le train de 8h07 pour Boston, horaire de l'Est, je pouvais attraper le 9h25 pour Greenfield et y arriver à 12h22. Cela me permettait la correspondance précise pour le train qui arrivait à Brattleboro à 13h08, une heure bien plus avenante que 22h01 pour faire la connaissance d'Eckley et voyager avec lui vers les crêtes secrètes et renfermées.
Je mentionnai ce choix dans mon télégramme et fus heureux d'apprendre par la réponse qui me parvint vers le soir qu'il acceptait sans problème ma proposition. Son télégramme était rédigé ainsi: « Horaire très convenable, serait train 13h08 mercredi. Ne pas oublier enregistrement, lettres et photos. Voyagez tranquille. Attendez-vous grande nouvelle. Clay. » Recevoir ce message en réponse directe à celui que j'avais envoyé à Clay et qui lui avait été nécessairement transmis directement chez lui par un employé officiel ou par un service de téléphone personnalisé, supprima toutes les hésitations inconscientes éventuelles que j'avais pu avoir concernant l'auteur de la lettre étonnante. Mon attente était bien délimitée. Bien sûr, ce serait au-delà de ce que je pouvais en attendre et me formuler maintenant, depuis que tous mes doutes s'étaient profondément évanouis. Et je dormis comme une masse et longtemps cette nuit-là, puis m'affairai impatiemment à organiser mon voyage les 2 jours suivants.